Quand on parle de priorité oxydative, on parle d'utilisation des substrats. On commence par l'utilisation des glucides. Ensuite, on bascule sur les lipides. Ça, c'est dans un fonctionnement complètement normal et je dirais dans une alimentation traditionnelle. On va consommer nos glucides. Quand il n'y a plus de glucides, généralement, on a faim avant, mais on va consommer ensuite les lipides. Dans un contexte de cétogène, il n'y a plus de glucides qui est apporté à l'alimentation. Alors, pourquoi on n'utilise pas nos acides gras? Pourquoi il y a toujours du sucre qui circule et qu'est-ce que ça fait sur le foie? Alors déjà, quand on démarre ou quand on souffre de résistance à l'insuline, le fait de ne plus apporter de glucides, ça ne va pas empêcher de fabriquer ses propres glucides. Vous vous rappelez la néoglucogénèse, qui peut être induite effectivement par un trop de protéines, mais qui peut aussi être induite par votre organisme qui ne veut pas utiliser les lipides et qui veut continuer à fonctionner sur les sucres. Donc comme vous ne lui apportez pas via l'alimentation, il va aller les chercher dans les muscles. Donc voilà pourquoi on a toujours une glycémie qui reste élevée. Alors si en plus il y a du stress, si en plus il y a des troubles du sommeil, évidemment vous allez avoir du mal à pouvoir utiliser les corps gras. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise souvent l'huile de coco et la MCT qui est plus facile à métaboliser. Au départ, moi je vais déconseiller toutes les huiles végétales et je parle des bonnes, c'est-à-dire tout ce qui est huile d'olive, huile de lin. Elles sont plus difficiles à transformer en MCT. On va surtout rester sur du beurre parce qu'il faut une majorité de saturé et bien évidemment de la coco et de la MCT. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que dans vos muscles, vous avez des réserves de sucre, le glycogène hépatique. Ce glycogène, il peut être stocké en grande quantité, enfin c'est restreint, mais il est possible que vous ayez sans cesse des stocks de glycogène qui soient disponibles et que le corps estime que vous en avez besoin dans vos mouvements quotidiens. Hier, je vous disais qu'il y a le cerveau, les globules rouges qui ont besoin de glucose et c'est pour ça que ça reste en réserve parce que ces organes-là en ont besoin pour fonctionner. Mais il se pourrait que vous en ayez plus que la normale, tout simplement parce que vous avez stocké un peu plus de sucre. Dans ce cas-là, vous allez vous mettre à sécréter votre glycogène pour pouvoir le vider. Et c'est qu'une fois qu'il sera complètement vidé que vous allez pouvoir doucement réduire votre glycémie. C'est d'ailleurs pour ça que les jours où vous faites des cheats, ça sert à rien de jeûner. Il vous suffit juste de vous retourner à votre diète. Le temps que se vide votre glycogène, vous allez revenir à une glycémie normale. Autre facteur de glycémie élevée malgré l'absence de glycémie, tout simplement votre résistance à l'insuline. C'est-à-dire que les moindres glucides que vous allez vous donner vont circuler dans le sang de manière permanente et vous n'allez pas pouvoir les réduire. De ce fait, on va avoir un blocage d'utilisation des lipides et le fait de venir consommer des lipides, forcément, vous allez vous retrouver avec des glucides dans le sang, des lipides dans le sang et du coup de l'insuline puisque plus vous avez de glucides dans le sang, plus vous avez une sécrétion d'insuline qui veut les faire rentrer. C'est l'hyperinsulinémie. Donc il y a aussi ce contexte où il y a une résistance à l'insuline. Donc du coup, ça c'est plutôt pathologique et qui va favoriser le stockage du gras, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à dégager et à utiliser ce sucre. D'ailleurs, je vais vous dire comment on fait pour savoir si on a de la résistance à l'insuline. Alors, vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour voir que vous avez un foie gras. Ça ne se voit pas à travers les marqueurs hépatiques, ça ne se voit pas à travers ALAT, ASAT, PAL, gamma-GT. Ça ne se voit pas à travers ça, tout simplement parce que à partir du moment où vous avez ces marqueurs-là qui sont au plafond, ça veut dire que vous avez déjà un début de cirrhose. Vous avez déjà une atteinte hépatique, vous avez déjà un foie qui est en train de se grignoter. Avant ça, c'est la phase de foie gras ou stéatose hépatique non alcoolique ou appelée aussi NASH. Cette pathologie n'est pas visible à travers les enzymes hépatiques, c'est-à-dire que quand vous le verrez dans vos enzymes, il sera déjà bien avancé. Avant ça, on peut le voir à travers les triglycérides et les HDL. Si vous avez un ratio supérieur à 1,2, vous allez avoir tendance à faire un foie gras. Alors, avoir tendance à faire un foie gras, il n'y a rien de grave si vous êtes à 1,3, 1,4. C'est pas très gênant. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas être au-dessus de 1,7. À 1,7, on a un foie gras. Très clairement un foie gras. Si jamais vous vous retrouvez au-delà de 2,6, vous avez un syndrome métabolique. Qu'est-ce que le syndrome métabolique? C'est typiquement l'obésité, c'est-à-dire une hypertension artérielle, une résistance à l'insuline, de la matière grasse autour des viscères, donc de la prise au niveau de l'abdomen, une tension artérielle élevée. Ça, c'est le syndrome métabolique. Et pour savoir si on a effectivement le syndrome métabolique, il faut avoir tous ces marqueurs ensemble. Mais si déjà vous voyez que votre ratio triglycérides HDL est supérieur à 2,6, vous avez un foie gras, vous avez une stéatose hépatique à tendance cirrhosée et vous allez forcément vers un syndrome métabolique.
Alors effectivement, pour en arriver là, pour avoir un syndrome métabolique, effectivement, soit il faut avoir une résistance à l'insuline, malgré le fait de faire attention à son alimentation, on a une résistance à l'insuline, soit on a consommé beaucoup trop de glucides et de sucre et surtout de fructose dans notre ancienne alimentation. Donc c'est pour ça de passer en cétogène et se dire je vais perdre du poids et ma glycémie va baisser. Non, c'est faux. Ça va être en fonction de votre historique. Donc, si vous avez présenté une alimentation par le passé très riche en fructose, en fruits, en féculents, il se pourrait que vous ayez cette problématique et que ça mette beaucoup plus de temps à guérir. Maintenant, vous arrivez en cétogène, vous vous mettez dans le cétogène et qu'est-ce que vous voyez? Que votre glycémie est beaucoup plus élevée à jeun qu'avant cétogène et que vos triglycérides HDL sont complètement dévariés par rapport à avant cétogène. Alors dans ce cas, pas de panique, n'abandonnez pas cétogène, tout simplement. Et c'est là où je suis contente de vous dire pourquoi on vous demande de manger beaucoup de gras. Pourquoi on vous dit pousse sur le gras. Donc effectivement, c'est pour dire à vos mitochondries que maintenant ce serait le gras et plus le sucre et qu'il faut qu'elles s'adaptent. Ça d'accord. Mais pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que, et c'est là où je vais vous parler du cycle de Randall. Le cycle de Randall, c'est la compétition entre l'utilisation des glucides et l'utilisation des lipides. Comment pousser le corps à utiliser son gras et à ne plus utiliser son sucre? C'est le cycle de Randall. Alors, ça va pas vous faire plaisir parce que ça va appuyer un peu plus sur le fait qu'il faut manger beaucoup de gras. Pour faire tourner le cycle de Randall en la faveur des gras, il faut pousser sur les gras. Parce que le fait de noyer votre organisme de gras va inhiber la consommation des glucides. Vous allez vous retrouver à consommer votre gras et beaucoup moins votre sucre. Alors au début, forcément, vous allez commencer cétogène et c'est pour ça que les ratios triglycérides HDL vont être complètement dévariés au départ. C'est que vous allez consommer beaucoup de gras malgré une résistance à l'insuline ou une néoglucogénèse. Mais il faut continuer à consommer ces gras pour inhiber la fabrication, en tout cas la consommation de ces sucres. Les sucres qu'on n'arrive pas à consommer. Si vous n'avez pas de pathologie, vous allez consommer vos sucres, comme je vous l'ai dit, pour les priorités oxydatives et vous allez basculer sur les gras. Avec le temps, vous allez améliorer votre résistance à l'insuline tout simplement parce que vous allez consommer doucement vos glucides. Vous allez fonctionner sur le gras et doucement, vous allez réparer vos mitochondries qui vont se mettre à refonctionner avec le sucre qui circule. Du coup, vous allez réduire votre insuline et ça va rentrer dans l'ordre. On dit qu'il faut à peu près 1 an pour estimer qu'on commence à arriver à un ratio triglycérides HDL qui commence à être correct. Mais 1 an après une stabilisation de poids. Parce que quand vous allez perdre du poids ou prendre du poids en démarrant le cétogène, vous allez forcément faire dévarier vos taux. Et c'est 1 an après la stabilisation du poids qu'on peut observer, je dirais, de manière sûre, où vous en êtes au niveau de vos triglycérides et vos HDL. Mais à partir du moment où vous réduisez de consommer vos glucides, vous n'avez pas de risque, en fait. Vous allez avoir une dévariation de cholestérol, mais parce que vous cherchez à consommer votre gras. C'est pour ça que c'est très important de dire à votre médecin quelle alimentation vous avez, parce que si vous faites des prélèvements sanguins tous les 4 mois, vous allez voir vos triglycérides augmenter au départ, puisque vous avez une résistance à l'insuline et que vous avez du gras. Vous consommez beaucoup de gras pour inhiber la sécrétion de sucre dans le sang. Forcément, ce sucre, il va être transformé en triglycérides puisqu'il n'est pas utilisé, donc vous allez voir augmenter vos triglycérides. Mais si vous vous arrêtez là en vous disant « mince, je suis en train de mettre ma vie en danger », en fait, pas du tout, puisque vous n'ajoutez pas de sucre. Vous êtes seulement en train de faire le travail d'inhibition de sécrétion de sucre dans votre sang. Il est en train de se charger dans votre foie, mais si vous persévérez dans cette voie, vous allez finir par l'utiliser par la voie de la néoglucogénèse, c'est-à-dire que vous allez réutiliser vos triglycérides pour les consommer, mais ça demande du temps, surtout si vous avez eu tendance à avoir un syndrome métabolique. Donc, si je résume, en alimentation cétogène, quand vous démarrez, il est fort probable que vous voyez votre glycémie augmenter, tout simplement parce que le cycle de Randall rentre en jeu. Vous consommez beaucoup de lipides, vous utilisez moins votre glycémie, donc elle a tendance à monter dans votre sang et à se transformer en triglycérides. Jusqu'au moment où votre organisme se réparant va se mettre à consommer ce sucre, à consommer ces triglycérides et vous allez voir revenir vos taux à la normale. Mais pour ce faire, il vous faut consommer du gras. Si vous cessez le gras, vous allez repasser en mode catabolique et vous allez repasser à la consommation de glucides. Et si en plus vous étiez résistant à l'insuline, vous allez être en conflit énergétique. Ni vous aurez assez de gras,
ni vous arriverez à utiliser les glucides. Donc c'est normal en début d'alimentation cétogène de voir des dévariations de glycémie, voire plus hautes que quand vous consommez des glucides, mais c'est pour un bonheur à long terme. Dites-vous vraiment que les acides gras sont vos alliés. Et surtout les acides gras saturés. C'est eux qui vont vous aider à inhiber la consommation du sucre. Donc du coup, à faire rentrer le sucre qui va pas être consommé, à le ranger dans le foie, de manière à ce qu'on arrête de sécréter de l'insuline. Et au moment où votre corps en aura besoin, il ira le chercher dans votre triglycérides. Mais pour ce faire, il faut du gras et il faut surtout un cétogène strict. Il faut un inférieur à 20 grammes, il faut des aliments hypo-inflammatoires. Parce que si vous avez tendance justement à une stéatose et à une résistance à l'insuline, ça veut dire que vous êtes fragile sur le plan immunitaire, histaminique. Et si vous ne faites pas un cétogène carré, vous allez forcément voir monter votre cholestérol sans jamais réussir à passer réellement en adaptation. Et c'est ça souvent que les personnes ont du mal à comprendre, c'est que l'aliment en lui-même, le gras, est très important. Donc, pour terminer, je terminerai là-dessus. Pensez au cycle de Rundle. Vous ne voulez plus que votre corps fonctionne sur le sucre, il lui faut du gras, la fameuse compétition. N'observez pas vos taux de cholestérol avant d'avoir stabilisé une adaptation, d'avoir stabilisé un poids. Montrez-les-moi d'abord, donnez-moi depuis combien de temps vous faites le cétogène, quel poids vous faites. Parlez-en à votre médecin de votre alimentation et restez conscient que c'est normal, que c'est le fait de consommer des glucides qui opèrent une stéatose hépatique ou en tout cas un passé alimentaire plutôt glucidique. Mais si aujourd'hui vous avez tendance à toujours avoir une stéatose, c'est en consommant ce gras que vous allez y arriver. J'ai encore des yogis qui me disent « Salomé, j'ai vu mon foie, ça va pas, j'ai réduit le gras ». C'est pas la solution, c'est pas la solution. On peut réduire, c'est-à-dire si on était à des ratios à 3, mais la solution c'est d'inhiber ce sucre et de basculer définitivement sur une utilisation des corps gras. Je terminerai sur une note positive. Le cétogène, c'est simple. Consommez vos protéines à 1 g de kilo de poids de corps jusqu'à 1,7. Mangez du gras saturé à chaque repas. Mettez au moins 20 g de gras saturé dans vos assiettes. Limitez sur les légumes faibles en glucides et poursuivez dans cette voie. Même si vous prenez du poids, même si vous prenez du cholestérol, ne lâchez pas. Ça vaut le coup et c'est réparable. Vous êtes réparable. Si vous avez des questions sur certaines pathologies, n'hésitez pas à venir me voir. Vous savez qu'il y a les tête-à-tête qui sont prévus pour ça. Vous savez que je réponds à vos questions. Mais vraiment, restez confiants. Cette résistance à l'insuline, on y arrive. Ce poids, on y arrive. Mais il faut réparer pas mal de choses avant. Et ça passe par le cycle de Rundle. C'est-à-dire pousser sur le gras pour enfin consommer son gras.